Et c'est l'heure du Face à la Rédac avec nos invités en plateau. Patrick Rouillet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'AMTV. Vous êtes directeur de la CPM de la Sarthe. Docteur Elisabeth Caillès, bonsoir. Vous êtes médecin tabacologue et ce soir on va parler de ce mois sans tabac avec une actualité aujourd'hui, l'augmentation de 30 centimes sur les paquets de cigarettes. Ça fait hurler évidemment les fumeurs, ça ravit les médecins et j'imagine le responsable de la CPM que vous êtes. Oui, tout à fait. Tout ce qui est de nature à réduire la consommation de tabac ne peut que réjouir les responsables de la santé. L'augmentation du prix du tabac n'est qu'un élément de la politique de lutte contre le tabac. Elle a montré son efficacité. Ce n'est pas une panacée, mais ça rend de véritables services. En particulier, on peut espérer que ça peut dissuader les jeunes, puisque la première cigarette est généralement fumée aux alentours de 14 ans, parfois avant. 7 €, 7,30 €. Il faut vraiment avoir beaucoup de... Ça va continuer l'augmentation. Jusqu'à 10 € le paquet d'ici 2 ans. Hein, donc avec 1 € de plus au mois de mars. Donc c'est qu'un élément. Hein. Il ne faut pas croire que ce sera le seul, mais il est utile. C'est pas la première des augmentations. Il y a toujours autant de fumeurs. Donc c'est-à-dire que c'est un échec de ces politiques sur le prix, docteur. Non, il y avait eu du temps du président Chirac, il y avait une nette augmentation et à ce moment-là, on avait vu une chute du nombre de fumeurs, vraiment une chute significative. C'est l'ampleur de l'augmentation voilà, qui est significative, qui doit être significative pour avoir un effet, oui. C'est ça. Oui. Voilà, il faut qu'elle soit au minimum égale à 10% du prix du paquet pour qu'on voit réduire le nombre de fumeurs. On est en France 30% de la population qui fume de manière régulière. Pour vous donner un ordre d'idée, au Royaume-Uni, en Allemagne, c'est 15%. Qui sont ces fumeurs? Ce sont des jeunes, des plus anciens, des femmes, des hommes, CSP+, est-ce qu'on a un portrait robot du fumeur? C'est assez bien réparti dans la population. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes, mais leur nombre augmente. Ce qui est plutôt surprenant, heureusement surprenant, c'est que chez les jeunes, ça a tendance à décroître. Donc c'est plutôt un bon signe. Un phénomène qu'il faut noter, c'est qu'entre 2012 et 2015, enfin jusqu'en 2015, les jeunes hommes fumaient de moins en moins. Et maintenant, depuis 2012, on s'aperçoit qu'il y a une remontée du nombre des jeunes fumeurs, des garçons. Ça veut dire que le combat n'est pas gagné, évidemment. Non. Et les femmes, les jeunes fument de plus en plus, y compris les femmes qui ont plus de 50 ans, fument de plus en plus. Le mois sans tabac, c'est une nouvelle manière d'aborder la dépendance et sensibiliser ces fumeurs, justement. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition et nous nous sommes inspirés des Britanniques qui eux le font au mois d'octobre. Hein. Les Anglais font jamais les choses comme... Le mois de novembre a été choisi d'une manière complètement... Il a fallu trouver un mois. Ouais. Hein, donc, libre, j'imagine, d'autres événements. Voilà, nous avons Mars Bleu, nous avons Octobre Rose, voilà, donc on a le mois de novembre. Donc novembre, c'est un mois, c'est fait pour évidemment créer un environnement favorable à la prise de conscience, à l'encouragement, au sevrage. Et puis ça s'appuie aussi sur l'expérience qui montre que être en mesure de s'arrêter pendant un mois, c'est de bonnes chances de s'arrêter définitivement. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui existent disant que ça fonctionne. Est-ce que ça a fonctionné l'année dernière, ce mois sans tabac? Alors, c'est trop tôt pour le dire en France. On peut le dire pour le Royaume-Uni, hein, puisqu'ils sont à 15% de fumeurs contre 30% pour nous. En revanche, on peut dire que, par exemple, dans la Sarthe, le nombre de substituts nicotiniques qui ont été payés, remboursés aux assurés, ont augmenté de 60% depuis l'an dernier. Le nombre de consultations en addictologie à l'hôpital du Mans a doublé. Donc il y a effectivement... Dans la foulée de ce mois. Dans la foulée de ce mois, tout à fait. Là, les médecins de ce service nous le disent eux-mêmes. Ils ont vu une augmentation et qui s'est maintenue. Alors il se passe quoi pendant ce mois de novembre qui fait que derrière ça peut créer ce déclic dont vous parlez? Alors là, on est beaucoup sur le psychologique, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer qu'il est possible de s'arrêter. Donc on distribue par exemple un kit qui est très bien fait. On peut se le procurer auprès des pharmaciens. Dans tous les événements où nous sommes présents, il est remis. Où on a une approche très didactique. C'est pas du tout stigmatisant. On dit pas aux fumeurs c'est pas bien. On dit voilà, il vaudrait mieux ne pas fumer. On comprend que c'est difficile. Chacun a son rapport à la cigarette.
réfléchissez, voyez si vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, comptez sur le soutien de la collectivité. Vous jouez le challenge un peu, hein, c'est ça, presque pas la compétition, mais ouais, un peu le challenge. Défi, quoi. Oui, le défi. Oui, un peu un défi à soi-même. Hein, c'est parce que, je veux dire, on peut dire beaucoup de choses très rationnelles. Le vrai sujet, c'est de se dire, à un moment donné, je suis prêt et je vais essayer de le faire. Docteur, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va faire sa démarche et qui va la pousser, quelqu'un qui refuse ou qui va échouer? Il faut un déclic. Le fumeur est toujours dans l'ambivalence. Il aime fumer et il aimerait arrêter de fumer. Et il faut qu'il trouve en lui la motivation, je dirais, il faut qu'il en ait marre de sa clope. La haine de la clope, ça aide à passer justement en disant, bon, maintenant c'est terminé, je la lâche. La clope et la personne, ça forme un couple. Et il faut que la personne décide de casser son couple. C'est pas forcément facile, parce qu'il y a la dépendance physique, il y a la dépendance psycho-comportementale, et la cigarette va gérer les émotions et les habitudes de la personne. Et c'est ça qui est difficile de mettre en place après. Quand on fume depuis 15-20 ans, ça sert à quelque chose d'arrêter? C'est pas trop tard? Ça sert toujours. Il y a toujours un bénéfice, même si vous arrêtez de fumer à 60 ans, 65 ans, il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer. Toujours. C'est ce qu'on dit, c'est voilà, rapidement le corps se transforme et retrouve... Au bout de 5 ans, on va dire, il n'y a pratiquement plus d'effets cardiovasculaires, les effets pulmonaires sont déjà partis, mais déjà au bout d'un an, la chute du risque est tellement importante que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour arrêter de fumer? En tout cas, il n'y a pas de méthode miracle, ça c'est sûr. Hein. Je vous disais qu'il faut de la motivation. Le premier traitement, c'est la motivation de la personne. Ensuite, vous avez les substituts nicotiniques. Ça marche très bien. La cigarette électronique aussi, c'en est un? Oui. Et ça marche bien, ça? Ça permet d'arrêter la cigarette électronique? Il y a des gens qui vont aimer la cigarette électronique, d'autres qui ne vont pas l'aimer. Nous, ce qu'on conseille en tant que tabacologue, c'est si une personne dit « je veux et je ne veux que la cigarette électronique », pourquoi pas? On les met en garde puisqu'on n'a pas de recul suffisant. On ne peut pas leur dire « vous la garderez à vie ». Mais c'est pas, si c'est le moyen que la personne choisit pour arrêter de fumer, oui. Après, il faudra qu'elle arrive à lâcher cette cigarette électronique. Pour arrêter d'être dépendante. Mais une chose à dire, quand on prend la cigarette électronique, il faut arrêter les vraies cigarettes. Parce que ce sont les vraies cigarettes qui entretiennent la dépendance. Le paquet neutre ou le paquet avec ces photos horribles qu'il y a sur les paquets de cigarettes? Ça ne change pas grand-chose. Les gens ne le voient plus. Ouais. En fait, c'est intégré dans le quotidien. Ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que le paquet neutre est une victoire sur le marketing des cigarettes. Sur le marketing de la cigarette. Et c'est pas sans raison qu'autant d'argent a été investi par les cigarettiers pour rendre positif, attractif ces paquets. Donc, en cassant ce mécanisme où on est tous sensibles à des images de marketing, ça contribue aussi à l'ensemble du dispositif fait pour cesser de valoriser le tabac. Si quelqu'un veut arrêter de fumer, là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des numéros de téléphone. Alors, être dans son coin seul, c'est peut-être pas la meilleure des méthodes. C'est pas la meilleure des méthodes, mais si c'est la méthode qui vous convient, pourquoi pas? Après, vous avez les tabacologues, vous avez le XAPA, vous avez c'est un centre d'addictologie sur le Mans rue Molière. Vous avez l'hôpital aussi qui doit avoir des consultations tabac. Vous avez le centre d'examen de santé rue de la Blanchisserie qui a des consultations tabac également. Donc vous conseillez des médecins. Et dans l'expérience de ceux qui arrêtent de fumer, on voit qu'il y a plein de gens qui tentent des choses un peu alternatives. L'hypnose, l'acupuncture et ce genre. Vous conseillez quoi? Vous conseillez d'aller vers ces pratiques? Ce ne sont pas des techniques validées. Mais si la personne désire essayer ce type, on n'est pas contre. De toute façon, ça ne fera pas de mal. Au pire, ils n'arrêteront pas. Encore une fois, il n'y a pas de technique miracle. La première des choses, c'est la motivation. Et je tenais à rajouter que les substituts nicotiniques sont pris en charge à hauteur de 150 € en remboursement par l'assurance maladie. Donc c'est quand même une belle aide en sachant qu'une boîte de substituts nicotiniques, ça vaut 35-40 €. Donc 150 €, vous avez au minimum 3 mois de sevrage gratuit, entre guillemets, pris en charge par l'assurance maladie. Avant de finir l'entretien, on rappelle un numéro?
Le 39,89. Il se passe quoi quand on fait le 39,89? Eh bien, on trouve des réponses aux questions que l'on peut se poser, des questions, on peut aussi être orienté. Et par rapport à la question que vous posiez, on conseille plutôt d'en parler avec son médecin, son médecin traitant, son pharmacien qui peut apporter des informations tout à fait utiles, et puis de consulter les consultations de diététologie, puisque nous en avons dans le département. Je voudrais aussi rajouter que les kinés, les infirmières, les sages-femmes, les dentistes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. Donc, si on ne voit pas son médecin mais qu'on voit son kiné, on peut avoir une ordonnance pour avoir un remboursement des substituts. Merci pour tous ces conseils, merci d'être venu sur le plateau de LMTV. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.